d'abord le rappel des titres de l'actualité internationale. 3 humanitaires de la Croix-Rouge internationale enlevés samedi dernier au Mali, près de la frontière algérienne, ont été libérés sains et saufs. Ils ont été retenus en otage par le groupe djihadiste Ansardine dans la région de Kidal. Nous sommes revenus tout à l'heure sur la mort hier après-midi de l'immense musicien, chanteur Prince. Les hommages se sont multipliés partout dans le monde. Après David Bowie, on peut dire que c'est un pan de la musique du XXe siècle qui disparaît. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, parle d'un moment historique. 171 pays ont signé le fameux accord de Paris sur le climat, un accord qu'il faudra maintenant ratifier pays par pays pour essayer de limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés centigrades d'ici 2050. Et justement, 4 mois après la grande conférence de Paris sur le climat, la signature donc de cet accord qui a lieu aujourd'hui à New York. Le temps presse pour la planète. On en parle avec l'invité du Grand Angle. Cet invité, c'est Hervé Le Treut. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un des plus grands climatologues français. Vous êtes professeur à l'université Pierre et Marie Curie, c'est la Sorbonne, à l'école polytechnique, aussi à Normal Sup et à Sciences Po. Vous êtes membre du GIEC, qui est le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs livres sur le climat, notamment L'effet de serre, allons-nous changer le climat? C'est une question que vous posiez en 2004 chez Flammarion. Et puis en 2015, l'année dernière, sur quelle planète bleue ai-je atterri? Climat, mer, terre, atmosphère, ce qu'on ne sait pas encore, aux éditions Le Pommier. Alors Hervé Le Treut, une conférence de Paris en décembre, une signature à New York aujourd'hui. Ensuite, il y aura la ratification pays par pays. Ça pourrait encore durer 1 an ou 2 avant d'être réellement ratifié. On avait pourtant cru entendre parler d'une urgence climatique. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre le temps politique et le temps du climat ? Oui, certainement, le temps est compté aujourd'hui et effectivement, il ne faut surtout pas le gaspiller. Mais je pense que là, les délais sont des délais qui sont un peu normaux pour ce genre de procédure. Ce qui est certain, c'est que l'accord de Paris, c'est un accord qui doit prendre effet en 2020 et que ça, c'est une date qui est un peu tardive. C'était la fin de l'accord de Kyoto et il est important de commencer les actions sur le changement climatique en avant. Pourquoi ? Parce que si on regarde aujourd'hui le rythme auquel on émet des gaz à effet de serre, au rythme actuel, en 20 ans, on aura échappé à peu près à la possibilité de rester sous les 2 degrés. C'est-à-dire qu'on n'atteindra pas 2 degrés dans les 20 ans, mais on sera sur des chemins qui nous empêcheront d'y arriver dans le futur. Ouais. Donc le temps, 5 ans sur 20 ans, c'est beaucoup, et ce temps-là, maintenant, est compté. Alors la conférence, enfin le texte de la conférence, de cet accord de Paris, dit qu'il faudrait essayer de limiter le réchauffement à 1,5 degré, ce serait déjà pas mal. Si on peut, ce serait mieux d'arriver à 2 degrés. Et vous dites que pour arriver à ces 2 degrés, il faudrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 à 70% d'ici 2050, ce qui semble réaliste, impossible. Disons que c'est un effort énorme. L'accord de Paris va même un peu plus loin, puisqu'il dit qu'il faudrait arriver, tous les États l'ont accepté, à la deuxième partie de ce siècle, à un équilibre carbone, c'est-à-dire finalement à ne plus émettre pratiquement de gaz à effet de serre sous forme carbonée, enfin le gaz à effet de serre et en particulier d'utiliser d'énergie carbonée, comme le charbon, le pétrole, le gaz naturel. C'est une transition d'une ampleur extraordinaire, sans aucun précédent, et qui nous occupera non seulement dans les quelques années qui viennent, dans les quelques mois, mais pendant tout le siècle, si on veut vraiment y arriver. Mais est-ce que vous diriez que ces efforts, qui seront très importants, seront suffisants? Parce que certains disent que ce ne sera même pas suffisant. Écoutez, je pense que ça va dépendre d'une capacité on parle de transition, je pense que jamais le mot n'a été aussi bien choisi. Il faut essayer de changer de mode de développement, c'est-à-dire de se passer de tout ce qui est l'économie du carbone aujourd'hui, et puis de développer une économie différente, basée sur des énergies renouvelables. Et on a quelques décennies pour le faire, ce qui n'est pas énormément. C'est vraiment la grande question que vous venez d'aborder, c'est la question qu'on appelle en France et ailleurs aussi de la transition énergétique, c'est-à-dire abandonner les énergies fossiles, c'est-à-dire essentiellement le charbon et le pétrole, pour passer à des énergies renouvelables, des énergies vertes. Est-ce qu'il y a la volonté politique et surtout industrielle de changer de modèle économique? Écoutez, je pense on sent quand même un changement dans l'attitude. Alors moi, je suis scientifique, je regarde ça de mon point de vue, et je pense que les problèmes, de toute façon, vont être des problèmes où on va être obligé d'avoir des points de vue assez différents. C'est une des difficultés que l'on a, c'est que pour passer de l'alerte aux solutions, on est obligé de faire du climat un des éléments d'une transition qui va aussi avoir des aspects sociologiques, politiques, énergétiques. Donc,
qu'on regarde, c'est que l'ensemble de ces acteurs, petit à petit, prend une conscience partagée, en fait, j'ai l'impression, des enjeux. Là où peut-être il y a une conscience moins grande, c'est au niveau du grand public. Je pense que l'ampleur de ce qui est devant nous n'est pas toujours ressentie avec la... Vous pensez de manière assez étonnante que le maillon faible, je dirais, de ce changement de mentalité, c'est le public qui n'a... Je pense que le public, c'est certainement... Parce que le public, c'est beaucoup de gens, c'est beaucoup de pays, c'est beaucoup de sociétés, c'est pas seulement... Parfois avec des intérêts contradictoires. Avec des intérêts contradictoires, avec des enjeux pour eux qui sont pas visibles immédiatement. Le gros problème du climat, c'est qu'on l'engage. On émet des gaz à effet de serre, le réchauffement climatique a lieu plusieurs décennies après. Donc on l'engage dans le futur. C'est pas immédiatement visible. Ouais. Donc je pense qu'effectivement, l'éducation à ces problèmes, à ces choix qui vont être complexes, on va être obligé d'aligner des choix sociaux, des choix liés à la biodiversité, à l'alimentation, au changement climatique. Tout ça, je pense que s'il n'y a pas une compréhension des enjeux, ce sera difficile à faire et que c'est un des enjeux, enfin c'est une des nécessités majeures que d'être bien conscient de ces problèmes, partager cette compréhension des enjeux. Et encore une fois, aujourd'hui, la quasi-totalité du monde scientifique est d'accord. L'activité humaine a une influence sur le climat. Il y a plus de, les climato-sceptiques sont de plus en plus, je dirais, réduits. Il y en a de moins en moins. Donc le scepticisme, c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses. Donc, c'est naturel pour un scientifique d'être sceptique, de remettre en question. Ça fait partie de ça. Ça fait partie de son métier. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas nier qu'il y a un réchauffement, qu'il est là, qui ressemble à ce qu'on attendait, et qu'il a toutes les chances de se prolonger, de s'amplifier. On bat des records en permanence. Donc cette situation-là, elle est présente maintenant. Alors on le sait et on l'observe, ces changements climatiques. On les observe notamment grâce aux satellites. Et ce soir, un satellite va être lancé depuis Kourou, en Guyane française, par un satellite, par une fusée Soyouz. On va voir tout de suite le commentaire de Nicolas Georges sur ce lancement et sur la nécessité, je dirais l'intérêt de ces satellites qui vont en rejoindre un autre. Il y aura 2 satellites qui pourront observer la planète jour et nuit. Le commentaire de Nicolas Georges. Voici sans doute l'une des missions de l'Agence spatiale européenne, parmi les plus ambitieuses de ces 30 dernières années. Objectif, mettre en orbite le satellite Sentinelle-1B, le frère jumeau de Sentinelle-1A, lancé il y a 2 ans. 2 satellites équipés de radars ultra sophistiqués. Leur mission, scruter la planète Terre dans ses moindres détails. Et fournir des images de la surface du globe de jour comme de nuit, et surtout, quelles que soient les conditions météo. Au-dessus des mers et des océans, ce nouveau satellite permettra de dessiner des cartes des glaciers et de suivre l'évolution de la fonte des glaces. Autre but, détecter d'éventuels déversements d'hydrocarbures. Nous l'utilisons pour cartographier le Groenland, notamment en hiver, une saison très sombre au Groenland. L'avantage, c'est que les images sont traduites immédiatement. L'obscurité ne nous posera pas de problème. Et c'est pareil s'il y a du mauvais temps ou des nuages. Quelles que soient les conditions, on pourra voir là où la glace a fondu. Lorsqu'il sera au-dessus des terres, le satellite permettra d'observer l'évolution des sols et de surveiller les glissements de terrain. Sa mission ? Permettre de réagir plus rapidement en cas d'inondation ou de séisme. Il sera placé sur orbite à environ 685 km de la surface du globe. Ces 20 prochaines années, plusieurs autres satellites de ce type seront envoyés dans l'espace, avec toujours le même objectif, surveiller notre environnement et observer les conséquences du réchauffement climatique sur notre planète. Pour revenir à cet objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 à 70%, je cite les chiffres du GIEC. Voilà, alors oui. C'est effectivement au milieu du siècle, il faudra aller au-delà dans la deuxième partie du siècle, effectivement. Si vous deviez conseiller les politiques aujourd'hui, quelles seraient les priorités sur lesquelles vous insisteriez, les choses les plus urgentes à faire ? Je crois qu'il y a d'abord un problème d'urgence à démarrer, c'est-à-dire qu'on voit que les gaz à effet de serre se cumulent dans l'atmosphère. Le CO2 reste on dit un siècle à peu près, c'est un ordre de grandeur. Donc le retard qu'on prend ne se rattrape pas ensuite. Donc le retard qu'on prend à établir des mesures, à établir des réductions, des économies d'énergie, ne se rattrape pas. Des décennies et des décennies. Voilà, ne se rattrape pas ensuite. Donc démarrer. La courbe des émissions de gaz à effet de serre a augmenté sans cesse depuis le début du XXe siècle. Donc, arriver à
faire rétrocéder, à avoir maintenant une diminution de ces émissions, l'avoir le plus vite possible dans les 2 décennies qui viennent, avant si possible. C'est quelque chose qui est urgent. Et ensuite, cet effort-là, il faudra le poursuivre toujours, et ça amènera des besoins structurels en termes d'habitat, de transport, de changement et surtout de filière énergétique. Peut-être même la nécessité de développer des capacités à aller chercher du CO2 dans l'atmosphère pour l'enlever. La capter, l'emmagasiner. La capter, l'emmagasiner, le séquestrer. Donc il y a un effort aussi de recherche et développement qui sera important. Alors il y a beaucoup d'idées déjà, dont certaines sont déjà partiellement appliquées. C'est rendre les activités polluantes plus chères. C'est la fameuse question de la taxe carbone. Alors on peut soit développer le marché carbone qui existe déjà dans certains pays, notamment en Europe, mais pas au niveau de toute l'Union européenne. Est-ce que vous êtes favorable au développement de ce marché du carbone ou alors carrément à l'imposition d'une taxe carbone au niveau international? Alors là, je suis pas... je ne me prononcerai pas sur les différents procédés, mais on a besoin effectivement de mécanismes économiques qui soient incitatifs. Je dirais que je crois moins à des mécanismes trop simples qui soient universels. On est face à des situations économiques et des situations dans chaque pays qui sont très différentes. Mais je pense qu'effectivement, le ressort économique, l'incitation économique est très importante. On n'arrivera pas à des évolutions qui soient des évolutions spontanées. Un des éléments de l'accord de Paris qui, de ce point de vue-là, est très fort, c'est le fait d'avoir tous les 5 ans une renégociation des objectifs propres à chaque État. Donc il y aura des points de rencontre dans lesquels on pourra évoluer. La grande nouveauté de Paris, c'est que chaque État est venu présenter devant la communauté internationale, devant tous les autres pays, ses objectifs, disons, pays par pays. Voilà, chaque pays a fait une proposition. Alors ces propositions, l'accord le dit d'ailleurs, ne sont pas tout à fait suffisantes quand on fait la somme. Sont même suffisantes. Ça reprend peut-être la moitié de ce qu'il faudrait. Mais elles seront renégociées périodiquement en fonction de ce que nous diront les satellites, de ce que nous dira la science, et puis en fonction aussi de l'évolution des capacités des États les uns ou les autres. Merci Hervé Letreté. Nous suivrons ça bien sûr aussi sur TV5 Monde et vous reviendrez sûrement pour en parler, j'espère, avant 5 ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est l'heure d'ouvrir la page culture du 64 minutes.